Le docteur Agnès Fontaine avait 74 ans lorsque les médecins du centre hospitalier universitaire de Bordeaux diagnostiquèrent enfin un syndrome grave dont elle souffrait depuis 43 ans. L'apéphobie, une peur pathologique d'être touchée par autrui. Cette affection était si extrême que le moindre contact physique non initié par elle provoquait une crise de panique instantanée, accompagnée de tachycardie, d'hyperventilation et parfois de syncope. Pendant 4 décennies, Agnès avait géré son trouble par un isolement méticuleux. Elle vivait seule dans un appartement conçu pour minimiser les contacts avec les autres, travaillait comme radiologue, un métier où les interactions avec les patients étaient minimales, et toujours assurée par l'équipement médical, évitait les transports en commun, refusait les étreintes, même de sa famille, et avait bâti toute sa vie autour de ce refus d'être touchée. Et pendant 43 ans, personne ne s'en étonna vraiment, car Agnès était une médecin respectée, une femme indépendante, et dans la France urbaine de l'époque, les personnes qui préféraient la distance physique étaient considérées comme excentriques, mais pas comme pathologiques. Mais lorsqu'Agnès, à 74 ans, fit une chute à son domicile, se fracturant gravement la hanche et nécessitant une intervention chirurgicale et des mois de kinésithérapie exigeant un contact constant avec les soignants, son état devint une crise impossible à ignorer. Elle ne supportait littéralement pas que les infirmières, les kinésithérapeutes, ni même les médecins la touchent pour les soins nécessaires, paniquant si violemment que la première semaine d'hospitalisation fut marquée par 3 épisodes nécessitant une sédation. Et c'est seulement lorsque Mathis Blanchard, un aide-soignant de 23 ans récemment embauché, lui touche à l'épaule lors de la routine du soir, alors qu'il essayait de lui arranger son oreiller, que l'impossible se produisit. Agnès ne paniqua pas. Pour la première fois en 43 ans, le contact d'un autre être humain ne la terrorisa pas. Et au cours des semaines d'hospitalisation suivantes, après des mois de kinésithérapie, une vérité étrange et inexplicable émergea, choquant toute l'équipe médicale et finalement la famille d'Agnès. Elle ne tolérait, non seulement tolérait, mais finit par rechercher que le contact de Mathis en particulier. Aucun autre professionnel de santé ne pouvait la toucher sans provoquer la panique, mais Mathis pouvait lui prodiguer des soins de kinésithérapie complets, l'aider à se laver et même la prendre dans ses bras lorsqu'elle pleurait de frustration, sans qu'Agnès ne perde son calme. La question que personne ne pouvait répondre, mais que tous se posaient, était « pourquoi ?» Qu'est-ce qui rendait cet homme de 23 ans différent? Pourquoi une femme de 74 ans, souffrant d'une phobie du toucher depuis plus de 40 ans, se laissait-elle soudainement toucher uniquement par lui? La réponse, lorsqu'elle a finalement émergé grâce à une thérapie intensive et à la résurgence de souvenirs, était plus complexe et dévastatrice que quiconque ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas de Mathis en particulier, mais de la personne qu'il représentait inconsciemment, et du traumatisme originel à l'origine de sa phobie. Un traumatisme qu'Agnès avait enfoui si profondément qu'il lui a fallu 43 ans pour refaire surface. Agnès était une femme qui avait bâti une carrière médicale exceptionnelle et une vie d'isolement fonctionnel sur un traumatisme si profondément refoulé qu'elle n'en avait plus conscience depuis des décennies. Radiologue senior au CHU de Bordeaux pendant 35 ans, elle avait passé sa carrière à interpréter des images, radiographie, scanner, IRM, en gardant toujours ses distances avec les patients. Elle arrivait tôt pour éviter les attroupements, travaillait seule dans une pièce sombre, équipée d'écrans, évitait les réunions autant que possible et déjeunait seule. Elle avait la réputation d'être brillante mais froide, compétente mais asociale. Et pendant 35 ans, elle a parfaitement rempli ce rôle. À 74 ans, Agnès était une femme dont l'apparence traduisait une distance délibérée, des cheveux entièrement blancs, tirés en un chignon serré que personne n'osait toucher, un visage marqué par des décennies de concentration devant des écrans médicaux dans des salles obscures, des yeux marron clair qui observaient sans jamais s'attarder sur le contact visuel, une posture rigide, celle de quelqu'un constamment soucieux de préserver son espace personnel.
Elle portait toujours une blouse blanche par-dessus des vêtements classiques qui la couvraient entièrement, une écharpe autour du cou même en été et des gants fréquemment, même sans nécessité médicale. Une barrière invisible, mais palpable, entourait Agnès, que chacun respectait inconsciemment. Divorcée depuis 40 ans après un bref mariage de 18 mois seulement, alors qu'elle avait 30 ans, Agnès avait un fils unique, Olivier, 43 ans, ingénieur à Paris. Leur relation était fonctionnelle, mais distante au sens le plus littéral du terme. Ils se parlaient au téléphone une fois par mois. Olivier venait la voir peut-être 2 fois par an. Mais ils ne s'embrassaient jamais, ne se touchaient jamais au-delà d'une poignée de main formelle occasionnelle. Olivier avait grandi avec une mère qui ne l'avait jamais pris dans ses bras, ne l'avait jamais consolé physiquement lorsqu'il pleurait, ne l'avait jamais touché au-delà de ses besoins élémentaires d'enfant. Il avait supposé que sa mère était simplement froide émotionnellement, ignorant tout d'une éventuelle phobie. L'origine de l'apéphobie d'Agnès remonte à un événement traumatique survenu à l'âge de 31 ans, un événement qu'elle avait si complètement refoulé par dissociation qu'elle ne s'en souvenait consciemment que de façon vague. Elle savait qu'un drame s'était produit, mais les détails étaient flous, comme un rêve mal remémoré. Voici ce qui s'était réellement passé. Agnès, alors jeune radiologue de garde de nuit, fut agressée par un patient souffrant d'une maladie mentale non diagnostiquée, entré dans le service de radiologie lors d'une violente crise psychotique. L'agression fut brutale et sexuelle, il la saisit, la toucha de manière intrusive et tenta de la violer avant d'être arrêté par la sécurité. Agnès survécut physiquement, mais le traumatisme psychologique fut si profond qu'elle se dissocia complètement. Elle enfouit ses souvenirs et développa une phobie du toucher qui la protégeait de toute confrontation avec ce qui s'était passé. Pendant 43 ans, Agnès a vécu avec une phobie sans en connaître consciemment la cause. Elle avait brièvement tenté une thérapie des années après son divorce, mais le thérapeute s'était concentré sur sa froideur émotionnelle, sans déceler de traumatisme sous-jacent. Agnès avait construit une vie si parfaitement adaptée à sa phobie qu'elle était rarement confrontée à sa gravité. Une carrière ne nécessitant aucun contact physique, une vie sociale minimale, l'isolement comme norme. Une fracture de la hanche, à 74 ans, fut un choc qui força à se confronter à la réalité. Agnès chuta dans sa salle de bain tard dans la nuit. La douleur fut si intense qu'elle sut immédiatement une fracture. Elle appela une ambulance, mais lorsque les ambulanciers tentèrent de la déplacer, elle fut prise d'une telle panique qu'ils ne purent la soigner correctement. À l'hôpital, chaque tentative d'examen physique déclenchait une crise de panique. Frustrés et désemparés, les médecins consultèrent un psychiatre qui finit par établir un diagnostic, une aphéphobie sévère, probablement liée à un traumatisme ancien. L'opération de la hanche ayant été réalisée sous anesthésie générale, le toucher ne posait aucun problème. Cependant, la convalescence post-opératoire exigeait une kinésithérapie constante, une aide à la mobilité et des soins personnels. Or, chaque tentative de contact physique de la part d'une infirmière ou d'un kinésithérapeute provoquait la panique. Après une semaine sans le moindre progrès, et alors qu'Agnès se détériorait au lit, incapable de supporter les soins nécessaires, l'équipe médicale était désespérée. Mathis Blanchard fut donc affecté à l'équipe de nuit d'Agnès. Mathis avait 23 ans lorsqu'il a commencé à travailler comme aide-soignant à l'hôpital, son premier emploi après sa formation technique. Jeune homme originaire d'une petite ville près de Bordeaux, il avait toujours su qu'il voulait travailler dans le secteur de la santé, mais faute de moyens pour faire des études de médecine. Il a donc choisi la voie d'aide-soignant, 2 ans de formation, un emploi stable et la possibilité d'aider les autres. Durant sa formation, ses formateurs ont remarqué chez Mathis un don naturel, une présence apaisante, un toucher à la fois doux et assuré, et une capacité à créer un lien avec les patients difficiles. Grand et d'une carrure imposante sans être intimidant, les cheveux châtains clairs coupés courts conformément aux règlements hospitaliers, les yeux bleu clair empreints d'une sincère bienveillance,
et de grandes mains d'une délicatesse surprenante, il portait une blouse bleue d'hôpital toujours impeccable et un badge orné d'une photo où il souriait de tout son cœur. Il y avait chez lui quelque chose qui inspirait immédiatement confiance aux patients. Non seulement sa compétence, mais aussi une compassion naturelle, non feinte. Élevé au sein d'une famille nombreuse et aimante, des parents toujours mariés après 30 ans, 4 frères et sœurs, des grands-parents qui ont vécu avec eux jusqu'à leur décès. Son enfance fut un joyeux chaos, des maisons toujours pleines de monde, l'affection physique étant la norme, des câlins constants, des tapes dans le dos, une proximité physique sans tension. Et Matisse a apporté cette aisance tactile à son travail. Il touchait les patients sans gêne, il savait instinctivement faire la différence entre un toucher réconfortant et un toucher intrusif. Lors de sa première nuit de garde avec Agnès, Matisse fut informé de sa phobie. Ne touchez pas la patiente de la chambre 412 sans l'avoir prévenue au préalable. Elle souffre d'une phobie sévère. Limitez au maximum les contacts physiques. Mais lors de sa ronde de minuit, Matisse trouva Agnès éveillée, visiblement mal à l'aise, essayant d'ajuster son oreiller, mais incapable de le faire correctement à cause de sa hanche. Instinctivement, sans penser à la prévenir, Matisse s'approcha et lui toucha doucement l'épaule en disant « Madame Fontaine, permettez-moi de vous aider avec l'oreiller. Il semble que ce soit inconfortable. » Il s'attendait à un cri, à la panique décrite par d'autres infirmières. Au lieu de cela, Agnès se figea mais sans paniquer. Elle regarda sa main posée sur son épaule, l'air complètement déconcerté, et elle murmura « Vous me touchez ». Matisse, réalisant son erreur, se recula aussitôt. « Je suis désolé, j'avais oublié votre état, je n'aurais pas dû… » Mais Agnès l'interrompit. « Non, vous ne comprenez pas, vous me touchez et je ne panique pas. Comment est-ce possible ?» Pendant des heures, après cette première nuit, Matisse, suivant les instructions prudentes d'Agnès, fit des essais. Il lui effleura le bras, puis la main, puis l'aida à se redresser en passant ses mains sous ses aisselles. Et à chaque fois, Agnès non seulement le supportait, mais restait étrangement calme. Pour la première fois en 43 ans, le contact d'un autre homme ne l'effrayait pas. Le lendemain matin, l'équipe médicale, sceptique, se demanda si Agnès n'avait pas passé une bonne nuit, si sa phobie n'était pas en rémission spontanée. Mais lorsque l'infirmière de jour tenta de l'aider à prendre son bain, la panique la saisit de nouveau. On fit alors venir Matisse, de l'équipe de nuit, qui toucha Agnès sans paniquer. Le kinésithérapeute essaya en sa présence, mais dès qu'il la toucha, la panique revint. Lorsque Matisse répéta les mêmes exercices, le calme revint. Pendant plusieurs jours, l'équipe a procédé à des tests systématiques. Seul Matisse pouvait toucher Agnès sans déclencher de crise de panique. Personne d'autre, quel que soit son sexe, son âge ou son approche, n'y parvenait. Matisse, un jeune homme de 23 ans tout juste sorti de l'école, est ainsi devenu le seul professionnel de santé capable de prodiguer les soins physiques nécessaires à la patiente de 74 ans. La psychiatre de l'hôpital, le docteur Simone Laurent, spécialiste des traumatismes, prit en charge le cas, fascinée et perplexe. Pendant les semaines d'hospitalisation d'Agnès, elle mena une thérapie intensive pour tenter de comprendre qu'est-ce qui rendait Matisse différent. Agnès n'arrivait pas à l'exprimer. Elle disait seulement « Quand il me touche, je ne ressens pas de terreur. Je ressens de la sécurité. Je ne peux pas l'expliquer. » Simone a testé plusieurs hypothèses. Était-ce sa voix? Non. D'autres hommes avec des voix similaires provoquaient la panique. Était-ce une gestuelle particulière? Non. Même lorsque d'autres essayaient d'imiter Matisse à la perfection, cela semait la panique. Était-ce son apparence? En partie, peut-être. Mais il y avait quelque chose de plus profond. Au cours des séances de thérapie, grâce à la technique EMDR, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires pour traiter les traumatismes, Simone a commencé à accéder aux souvenirs refoulés d'Agnès. Le processus a duré des semaines et a été extrêmement douloureux. Agnès a revécu une agression qu'elle avait enfouie pendant 43 ans, se confrontant à la terreur originelle à l'origine de sa phobie.
Au fil des souvenirs qui refaisaient surface, un schéma étrange se dessinait. L'agresseur avait une quarantaine d'années à l'époque, les cheveux foncés, une forte corpulence, un visage anguleux, les yeux sombres et une odeur caractéristique de sueur et de cigarette. Après l'agression, et pendant des décennies, quiconque lui rappelait inconsciemment l'agresseur, de quelque manière que ce soit, âge approximatif, morphologie, traits du visage, voire intonation, déclenchait chez Agnès une réaction de panique. Non pas consciemment, mais par une association traumatique profonde. Et Mathis, il était son opposé en tout point, jeune quand l'attaquant était d'âge mûr, blond quand l'attaquant était brun, mince et athlétique quand l'attaquant était corpulent, un visage lisse quand l'attaquant avait des traits anguleux, des yeux clairs quand l'attaquant avait les yeux foncés et surtout son odeur. Mathis utilisait un savon particulier à la lavande qui activait une association totalement différente dans l'esprit d'Agnès. Il sentait le jardin de sa grand-mère où elle avait passé des étés heureux dans son enfance, avant le traumatisme, avant la peur. Il ne s'agissait pas de Mathis en tant que personne, mais du fait qu'il représentait l'antithèse même d'un agresseur, pour chaque marqueur sensoriel inconscient enregistré par le cerveau traumatisé d'Agnès. En 43 ans, il était la seule personne à n'avoir déclenché absolument aucun élément traumatique. Lorsque Simone a expliqué sa découverte à Agnès et Mathis, tous deux ont eu des réactions complexes. Agnès, assimilant la révélation. « Ce n'est donc pas que je lui fasse confiance en particulier, c'est que mon cerveau ne le catégorise pas comme une menace parce qu'il est suffisamment différent. » Elle n'a pas pu terminer sa phrase. Puis, est-ce que ça veut dire que je suis guérie, que je peux être touchée par les autres maintenant ? Simone secoua doucement la tête, pas automatiquement. Mathis est une exception, pas une solution. Mais nous pouvons utiliser cette exception comme point de départ pour une thérapie de désensibilisation. Mathis, se sentant étrangement instrumentalisé, mais aussi profondément ému, alors je ne suis qu'un déclencheur sans danger, une simple coïncidence ? Simone, n'en minimisez rien. Vous êtes réel. Les soins que vous prodiguez sont réels. Mais oui, si Agnès tolère votre contact, c'est enraciné dans son traumatisme, pas forcément dans une connexion consciente entre vous. Mais quelque chose de plus complexe se développait. Pendant les semaines où Mathis était le seul à toucher Agnès, l'aidant pour la kinésithérapie, la toilette, l'habillage, tous ses besoins intimes, un lien s'est tissé qui dépassait toute explication neuroscientifique de sa tolérance à son contact. Agnès a commencé à attendre son tour, à ressentir de l'anxiété en son absence, développant même une forme de dépendance affective. Elle ne se sentait en sécurité qu'en présence de Mathis. Mathis, âgé de 23 ans et occupant son premier poste, se trouvait dans une situation impossible. Il était littéralement le seul à pouvoir prodiguer les soins nécessaires à un patient de 74 ans. Mais il développait également un lien affectif qui dépassait le cadre professionnel. Non pas romantique, ils en étaient tous deux conscients, mais quelque chose de plus profond. Un sentiment de responsabilité, de connexion, l'impression d'être indispensable, à la fois gratifiant et bouleversant. Après 2 mois d'hospitalisation, Agnès a pu rentrer chez elle, mais ne pouvait toujours pas vivre seule. Elle avait besoin de séances de kinésithérapie en ambulatoire, d'aide pour les actes de la vie quotidienne et d'une rééducation continue. La seule solution envisageable était Mathis. L'hôpital a mis en place un dispositif spécial lui permettant d'intervenir à son domicile à titre privé, ces services étant pris en charge par son assurance maladie compte tenu de sa situation particulière. Ainsi, Mathis, à 23 ans, s'est retrouvé plongé dans la vie d'une femme de 74 ans, arrivant à 7 heures du matin, passant ses journées à l'aider pour ses séances de thérapie, ses repas, ses déplacements, et repartant à 7 heures du soir. Et durant ces mois d'intimité forcée, leur relation s'est approfondie d'une manière indéfinissable, ni familiale, ni amoureuse, ni simplement professionnelle, mais un lien qui relevait d'une catégorie à part. Pour la première fois en 43 ans,
Agnès a ressenti un contact humain régulier, et ce n'était pas seulement fonctionnel, c'était réparateur. Mathis ne se contentait pas de la toucher lorsque la thérapie l'exigeait, mais a aussi commencé à instaurer un contact réconfortant, une main sur son épaule lorsqu'elle était frustrée, une brève étreinte lorsqu'elle pleurait, une présence physique rassurante. Et grâce à ces contacts, Agnès a commencé à surmonter ses traumatismes d'une manière que des décennies d'isolement ne lui avaient jamais permis. Et Mathis découvrit Agnès, une brillante carrière brisée par un traumatisme, un fils déchiré par l'incapacité de sa mère à lui témoigner de l'affection, des décennies de solitude. Il ressentit alors non seulement de la compassion, mais quelque chose de plus profond. La fierté d'avoir surmonté un obstacle que personne d'autre n'avait pu franchir. Mais cette situation avait aussi un prix. La vie de Mathis était entièrement consacrée aux soins d'Agnès, un travail à plein temps, peu de temps pour sa vie sociale, des relations avec ses amis qui en souffraient, car comment l'expliquait-il ? Je m'occupe d'une femme de 74 ans qui ne me permet de la toucher qu'à cause d'un traumatisme particulier. Ce qui paraissait absurde, même si c'était vrai. Sa famille, d'abord compréhensive, commença à s'inquiéter qu'il ne sacrifie sa jeunesse, et Agnès devint de plus en plus dépendante, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. De l'anxiété en l'absence de Mathis, de la difficulté à imaginer sa vie sans lui, la prise de conscience croissante qu'elle avait 74 ans et lui 23, et qu'il finirait par partir vivre sa propre vie. La crise survint après 8 mois, lorsque Mathis, épuisé et se sentant piégé, confia à Simone, la psychiatre qui suivait toujours son cas. « Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer. J'aime Agnès, pas de façon romantique, mais je ne sais pas, un lien familial. Mais j'ai aussi l'impression que ma vie m'échappe. J'ai 23 ans. Je devrais sortir, avoir des relations, construire une carrière. Au lieu de cela, je passe 12 heures par jour à m'occuper d'une femme de 74 ans. Et je sais que je suis le seul à pouvoir le faire à cause de son traumatisme. Mais est-ce juste? Pour moi? Pour elle, qui devient encore plus dépendante? Simone a répondu honnêtement, « Ce n'est pas tenable. Tu as créé une codépendance basée sur son traumatisme. Mathis, tu es son sauveur, mais ce n'est sain ni pour toi ni pour elle. » Et Agnès, même si elle a fait des progrès émotionnels, n'arrive toujours pas à tolérer le contact physique. Nous avons besoin d'une thérapie de désensibilisation intensive, sinon elle restera à jamais persuadée que toi seul peux la toucher. Mais la thérapie de désensibilisation était extrêmement difficile. Le processus consistait à exposer progressivement Agnès au contact d'autres personnes dans des conditions contrôlées, en présence de Mathis, afin de généraliser un sentiment de sécurité au-delà de lui. Les progrès étaient lents, douloureux, et souvent marqués par des rechutes. Après des mois d'efforts, Agnès parvint à tolérer de brefs contacts avec Simone, si Mathis lui tenait la main. C'était un progrès, certes, mais infime. Et la réalité devint évidente. Agnès ne tolérerait probablement jamais d'être touchée par d'autres comme elle tolérait le contact de Mathis. Son exception était d'ordre neurologique, profondément ancré dans la façon dont son cerveau traumatisé catégorisait la menace. Ce n'était pas quelque chose qu'une thérapie pouvait simplement régler. La décision concernant l'avenir a été prise lors d'une conversation franche entre Agnès, Mathis et Simone, 1 an après le début de tout. Agnès, je sais que ce n'est pas juste de te retenir. Tu as 24 ans maintenant. Tu as besoin de vivre. Mais honnêtement, je ne sais pas comment je ferais sans toi. Tu es la seule personne qui puisse me toucher. Et j'ai découvert l'année dernière que le contact humain n'est pas seulement un besoin médical, mais aussi émotionnel. 43 ans sans lui m'ont mutilé d'une façon que je n'avais pas imaginée, mais je ne peux pas non plus te demander de sacrifier ta vie pour moi, Mathis. Et je ne sais pas ce que je veux. Une partie de moi aspire à la liberté. Mais une autre partie, plus importante, me dit que c'est plus important que tout ce que je pourrais faire. Tu n'es pas seulement patiente, tu es, je ne sais pas, la personne la plus importante de ma vie. Est-ce étrange de dire ça? Simone, ce n'est pas étrange. C'est lié à un traumatisme. Mathis,
Tu es essentiel à son rétablissement. Mais tu as aussi besoin de vivre. Ce n'est pas un choix binaire. Tout ou rien. On peut trouver un juste milieu. Le compromis qu'ils ont trouvé était le suivant. Mathis a réduit son temps de travail, ne travaillant avec Agnès que 3 jours par semaine au lieu de 7, ce qui lui permettait de concilier vie personnelle et professionnelle. Agnès a accepté que les progrès en matière de tolérance au contact physique seraient limités, mais qu'elle pouvait s'en accommoder. Mathis 3 fois par semaine pour la thérapie et le contact humain, le reste du temps, elle se débrouillait seule. Tous deux ont poursuivi une thérapie individuelle pour travailler sur leur codépendance. Au fil des années, leur relation s'est stabilisée. Mathis, alors âgé de 26 ans, avait une petite amie qui, d'abord mal à l'aise avec le temps qu'il passait avec Agnès, a fini par l'accepter, après avoir appris à la connaître et compris la situation, comme un aspect unique de sa vie. Quant à Agnès, à 77 ans, elle vivait plus indépendante qu'elle ne l'avait été depuis 50 ans, Mathis constituant un soutien régulier, mais non constant. Quand Agnès est décédée à 81 ans de cause naturelle, Mathis était à ses côtés, lui tenant la main. Ses dernières paroles furent « Merci de m'avoir rendu le contact humain. 43 ans sans et 7 ans avec. Ce n'est pas un juste rapport, mais je suis reconnaissante pour ces 7 années. » Mathis, et merci de m'avoir appris que parfois, le plus important est simplement d'être présent, de toucher avec douceur. Tu as fait de moi un meilleur soignant, une meilleure personne. Aux obsèques, l'assistance était réduite à quelques personnes. Olivier, son fils, avec qui elle s'était partiellement réconciliée ces dernières années, des collègues médecins retraités et quelques voisins. Mathis prononça un éloge funèbre, à la fois explication et confession. Agnès Fontaine a souffert pendant 43 ans d'une phobie qui l'isolait du contact humain. Et une coïncidence neurologique, le fait que je n'ai pas déclenché ces expériences traumatiques, m'a rendu unique, quelqu'un qu'elle tolérait. Il ne s'agissait pas que j'étais spécial, mais que je sois suffisamment différent de son traumatisme. Mais de cette coïncidence est né quelque chose de réel, un lien qui a changé nos vies. Elle m'a appris ce qu'est le traumatisme, la guérison, et combien le toucher est un besoin humain fondamental que nous tenons pour acquis. Et j'espère lui avoir appris que même avec un traumatisme profond, le lien humain est possible. Il prend simplement des formes inattendues. L'histoire d'Agnès et Mathis est devenue une étude de cas dans la littérature médicale sur les traumatismes, le syndrome de stress post-traumatique et la spécificité des déclencheurs. Comment un traumatisme peut engendrer des phobies si spécifiques que seules les personnes n'activant aucun marqueur sensoriel associé sont tolérées. Et comment cela crée des dépendances impossibles. Que se passe-t-il lorsqu'un patient ne tolère le contact que d'une personne en particulier? Est-il éthique que cette personne devienne son aidant permanent? Comment concilier les besoins d'un patient traumatisé et le droit de l'aidant à une vie propre? Et ils ont prouvé que parfois, le pourquoi de préférence qui semble bizarre, une femme de 74 ans n'autorisant le contact physique que d'un homme de 23 ans, n'a rien à voir avec le romantisme, l'exploration ou une explication simple, mais avec un traumatisme profond, avec la façon dont le cerveau catégorise la menace par rapport à la sécurité, avec l'accident neurologique spécifique d'une personne qui n'active pas les mêmes déclencheurs que celui de tous les autres. Et ils ont prouvé que même lorsque l'explication est scientifique et non romantique, de véritables liens peuvent se tisser. Mathis n'était pas le sauveur romantique d'Agnès, mais il l'a littéralement sauvée de sa solitude, lui rendant le contact humain après 4 décennies d'absence. Et ce don, même fondé sur une coïncidence d'apparence et d'odeur, a transformé les 7 dernières années de sa vie, passant de l'isolement au partage. Ce n'était pas une histoire d'amour au sens conventionnel du terme, mais c'était une histoire d'amour au sens le plus profond. Une personne consacrant des années de sa jeunesse à rendre à une autre son humanité fondamentale. Et cela, quelle que soit l'explication neurologique de ce phénomène, était un sacrifice et une grâce qui transcendaient la science.